après le dernier thème d'histoire, dernier thème de géographie, la mondialisation en fonctionnement. Avec un premier chapitre sur une étude de cas, un produit mondialisé. Et on a choisi la capsule Nespresso. Pourquoi avoir choisi la capsule Nespresso? Parce que le slogan de la publicité Nespresso, What else, est très largement diffusé et est associé à l'image de Georges Clooney avec sa petite tasse de café à la main et ce café qui a cette mousse extraordinaire qui donne envie d'être bu. Alors, la diffusion planétaire de la publicité de Nespresso en fait un produit mondialisé, même si il a la particularité d'être un produit de luxe et donc a la diffusion concrète, matérielle, relativement limitée. Alors, un produit mondialisé, c'est quoi? Un produit, c'est quoi? Un produit, c'est une marchandise qui a été transformée, qui a été élaborée. Et pour qu'il soit mondialisé, il faut que les espaces de production et les espaces de consommation s'inscrivent dans le processus de mondialisation. Rappelez toujours la définition de la mondialisation dans ce thème, avec la définition d'Olivier Dollfus, processus ancien de mise en relation des territoires à l'échelle mondiale permise par l'intensification des échanges qui se traduit par une hiérarchisation entre ces territoires. Problématique du cours, en quoi la capsule Nespresso est un produit mondialisé? Problématique toute simple. Donc, dans une première partie, produit mondialisé parce que les espaces de production et de consommation reflètent le processus de mondialisation. Deuxièmement, produit mondialisé parce que les acteurs et les flux générés par ce produit sont des flux mondialisés également. Et troisièmement, produit mondialisé parce qu'il suscite des débats de la mondialisation. Et enfin, on pourra tout de même critiquer l'idée que c'est un produit mondialisé dans un grand C de la troisième partie. Alors je commence tout de suite avec la première partie, centrée autour des espaces de production et de consommation qui reflètent le processus de la mondialisation. Avec d'abord les espaces de production. Et dans un premier temps, le café. Alors la production du café. Quand on regarde une carte, on se rend compte que on a avec la production du café une caractéristique de la mondialisation où les matières premières sont assez souvent des productions du Sud, des pays du Sud. Et le café est une production des pays du Sud pour des raisons avant tout naturelles au produit, puisque le café a besoin de la zone intertropicale pour pousser. Alors quels sont les grands espaces de production? Les grands espaces de production traditionnels sont situés dans cette zone intertropicale. C'est le Brésil, c'est la Colombie pour l'Amérique latine, c'est le Kenya, c'est l'Éthiopie pour l'Afrique. Cependant, avec la multipolarisation de la mondialisation dans les années 70-90, sont apparus de nouveaux espaces de production du café, avec en particulier le Vietnam, qui est devenu le deuxième producteur mondial de café, qui est le café Robusta. Pourquoi le Vietnam s'est mis à produire du café? Parce qu'il s'est rendu compte qu'avec sa main-d'œuvre, il pourrait générer des bénéfices qui participeraient au développement du pays. Donc il y a une politique nationale de développement du café. C'est une forme de division internationale des processus productifs de la mondialisation. Par ailleurs, pour faire une capsule Nespresso, on a besoin d'alu, l'aluminium, là encore, une production du Sud, une production majoritairement brésilienne, de bauxite brésilienne, qui ensuite est transportée vers l'Europe. Alors, les espaces de transformation de la capsule, ils sont originaux. Ils reflètent une division internationale des processus productifs extrêmement originale, puisque la conception de la capsule s'est faite en Suisse dans le cadre de l'entreprise Nestlé, donc dans un pays du Nord, ce qui est relativement classique. Cependant, la fabrication de la capsule, alors que souvent elle est délocalisée vers des produits à main-d'œuvre moins chère, se fait encore en Suisse, dans 3 usines. Pourquoi la Suisse? Pour 3 raisons. D'abord parce que le processus est largement automatisé, donc on a assez peu besoin de main-d'œuvre. Deuxièmement parce qu'il s'agit d'un produit de luxe et le Made in Suisse est extrêmement reconnu et donne une valeur supplémentaire au produit. Et troisièmement parce que c'est un produit
contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez technique, qui demande des machines perfectionnées, robotisées mais très perfectionnées, dont le coût de fabrication est extrêmement cher, et donc comme ce sont des machines qui sont elles-mêmes fabriquées en Europe, et bien finalement leur localisation en Suisse se justifie. Et enfin, dernièrement, alors quatrièmement, le premier marché de Nespresso est en Europe, hein, on l'a dit en 2009, 90% des capsules vendues de Nespresso étaient vendues dans le marché européen, et la Suisse est au cœur de ce marché européen. Alors, enfin, les espaces de consommation. Alors, je l'ai déjà dit, les espaces de consommation se concentrent particulièrement en Europe et plus largement dans les pays de la triade, une triade à l'ancienne, hein, selon la définition d'Omae des années 80, puisque c'est une triade Europe, États-Unis, Amérique du Nord, Japon, et pas la Chine, qui n'est pas un grand marché du Nespresso. Cependant, on l'a vu, à travers le site Nespresso, il y a un développement de la vente de Nespresso dans les pays émergents qui se traduit par la construction de boutiques Nespresso dans les quartiers chics des pays, des grandes villes, des grandes métropoles, des pays émergents. On avait cité l'exemple d'Oran en Algérie. On pourrait citer l'exemple aussi de Santiago du Chili, où on a 2 boutiques Nespresso qui se sont installées dans les quartiers nord et riches de la ville de Santiago. Donc finalement, cette capsule Nespresso, elle reflète le processus de mondialisation, avec une multipolarisation de la mondialisation, à la fois par la production, mais aussi par la consommation. Hein, une consommation qui était avant tout au nord et qui se développe vers les émergents, vers les métropoles des pays en développement. Et cette capsule Nespresso, elle reflète très bien la hiérarchisation de la mondialisation, puisque 90% de la consommation de Nespresso se fait en Europe, et se fait très largement en réalité dans la triade. Les autres pays sont des pays mineurs. Donc, mondialisation multipolaire, diffusion du processus de mondialisation, mais tout de même, mondialisation très hiérarchisée. Maintenant, dans un deuxième temps, on va montrer que la capsule Nespresso reflète une organisation du monde en réseau avec des acteurs qui sont des acteurs mondialisés. On va commencer par les acteurs. Les acteurs de la fabrication de Nespresso sont multiples, mais ils n'ont pas tous le même rôle. Les acteurs les plus importants, ce sont les producteurs de café, puisqu'il n'y a pas de Nespresso sans café. Ce sont les acteurs les plus nombreux. Sauf que ces acteurs sont très largement dominés. Ils sont dominés pourquoi? Parce qu'on a d'autres acteurs qui jouent un rôle essentiel à la fabrication de cette capsule Nespresso, ce sont les acteurs financiers. Et en particulier les actionnaires qui fixent les cours du café dans les 2 grandes bourses que sont les bourses de Londres et de New York, et dans une moindre mesure la bourse du café de Sao Paulo, puisque le Brésil est le premier producteur mondial de café. Ces acteurs fixent les cours du café et déterminent le prix d'achat du café aux producteurs. Par ailleurs, les acteurs financiers sont extrêmement nombreux parce que l'entreprise mère de Nespresso, qui est la FTN Nestlé, est elle-même cotée en bourse et sa santé économique dépend de sa santé financière et donc du marché des actions. Enfin, troisième acteur, qui est l'acteur central de la production de Nespresso, c'est la firme Nestlé. La FTN Nestlé est l'acteur central pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que Nestlé, c'est l'acteur majoritaire du café dans le monde, puisqu'il contrôle 12% de la production mondiale de café, et que son chiffre d'affaires est supérieur au PIB de certains pays, en particulier le Nicaragua. Il est central aussi puisqu'il contrôle l'ensemble de la filière de la fabrication de Nespresso, de l'achat des grains de café à la vente aux clients. Il le contrôle comment? Par une politique de brevet qui est extrêmement ambitieuse et qui limite assez fortement la concurrence. Et enfin, il contrôle aussi la diffusion de sa capsule Nespresso par le contrôle de la publicité et des investissements dans une publicité très importants, ce qui nous amène aux quatrièmes acteurs, qui sont finalement les acteurs culturels, tout ce qui est lié autour de l'image de marque de Nespresso et de Nestlé, qui se fait à travers cette publicité pour renforcer son soft power, son pouvoir d'attraction.
Et Nespresso a réussi à recruter des acteurs, au sens propre du terme, mondialisés car extrêmement connus, comme Georges Clooney, comme Jean Dujardin, pour réaliser des courts-métrages extrêmement bien ciselés et souvent très humoristiques, qui donnent à voir un petit film qui, au bout du compte, vous donne envie de boire ce café. Et ces spots publicitaires sont sous-titrés dans toutes les langues pour essayer de diffuser ce café à l'échelle mondiale. Donc on a un grand nombre d'acteurs avec comme acteur central la firme transnationale Nestlé. Enfin, on a une mondialisation en réseau car ces acteurs qui constituent les nœuds du réseau génèrent de multiples flux, avec deux flux majoritaires, les flux financiers, évidemment. Ces flux financiers s'expliquent parce que, d'abord, Nestlé s'est installé en Suisse parce que c'est un paradis fiscal, et Nestlé gère un grand nombre d'actifs financiers qui font partie de la croissance de son entreprise. Par ailleurs, Nestlé investit dans d'autres pays pour se développer, et ces investissements qu'on appelle les IDE, investissements directs à l'étranger, sont aussi des flux financiers. N'oublions pas que Nespresso est diffusé dans 52 pays. Donc les flux financiers sont centraux dans la fabrication du Nespresso, même si ce sont des flux indirects. Et puis on a évidemment les flux matériels. Deux types de flux matériels. Les flux des matières premières et les flux des produits manufacturés. Mais ils ont comme caractéristique commune d'être conteneurisés, c'est-à-dire transportés en porte-conteneurs, et d'être maritimes, comme la majorité des produits manufacturés dans la mondialisation, puisque 90% des marchandises sont transportées par voie maritime. Cependant, on peut émettre l'hypothèse que pour diffuser un nouveau parfum, une nouvelle saveur dans toutes les grandes métropoles mondiales en même temps, l'entreprise Nespresso utilise le fret aérien. Pourquoi ? Parce qu'on a un produit à haute valeur ajoutée et on a un produit extrêmement léger qui peut donc se transporter très facilement par avion pour ravitailler rapidement des métropoles qui sont extrêmement distantes les unes des autres, Londres, New York, Tokyo, Paris, mais aussi Shanghai, Singapour, Sao Paulo, Santiago du Chili. Alors, dans une dernière partie, autour des acteurs, il y a des nouveaux acteurs qui entrent dans ce marché de Nespresso et qui cherchent à concurrencer le modèle Nespresso, parce qu'effectivement cette capsule elle est de plus en plus concurrencée avec d'autres FTN qui fabriquent eux-mêmes des capsules compatibles avec le système breveté Nespresso. C'est le cas des FTN Carte Noire, Centrale pour le marché français, Migros, importante pour le marché suisse, Starbucks, très important pour le marché américain. Mais là encore, on a une division internationale des processus productifs originale, car ces FTN qui ont leurs sièges sociaux dans les pays du Nord font fabriquer à nouveau leurs capsules dans les pays où elles ont leurs sièges sociaux. Carte Noire fait ainsi fabriquer ses capsules en France. Cependant, cette concurrence reste limitée grâce à la politique de brevets et à ce qu'on appelle la guerre des brevets de Nespresso, qui empêche le développement de capsules concurrence en créant régulièrement de nouvelles capsules qui reçoivent de nouveaux brevets. C'est le cas aujourd'hui avec le café long Vertuo. Alors, ça nous amène à la troisième partie, les débats qui sont suscités par ce produit mondialisé, par ce Nespresso, et puis les limites de ce produit mondialisé. Premier débat qui est un débat social, qui est porté par des ONG. Et c'est une caractéristique de la mondialisation qui est très critiquée pour hiérarchiser les territoires et pour être extrêmement inégalitaire. Vous avez une ONG qui s'est opposée à Nespresso avec des publicités choc, c'est l'ONG Solidar Suisse. Elle a accusé Nespresso d'exploiter les petits producteurs de café en refusant d'intégrer à son modèle le label
Max Havelaar de Commerce équitable qui implique une juste rémunération des producteurs. En réponse à cette critique, Nespresso a créé en 2013 le label AAA, pour dire que c'est un label de très grande qualité, qui garantit une juste rémunération des producteurs et qui favorise aussi le développement du café dans des pays en grande difficulté. À l'image du Sud-Soudan, Nespresso a été la première marque à diffuser à l'échelle mondiale un café en provenance du Sud-Soudan. Deuxième critique qui lui a été faite, c'était une critique sanitaire et environnementale. On a accusé le modèle de la capsule d'alu d'être mauvaise pour la santé et par ailleurs d'être extrêmement néfaste à l'environnement. Face à ces critiques, l'entreprise s'est présentée comme une entreprise durable en faisant beaucoup de publicité sur justement la qualité de son aluminium pour la santé, que ce n'était pas néfaste à la santé, et deuxièmement, sa politique de recyclage. Alors cette politique de recyclage, elle est en développement, elle est importante en Suisse. En 2009, 50% des capsules étaient recyclées en Suisse, mais par contre, seulement 2% de ces capsules étaient recyclées en France. Et elle encourage les consommateurs à recycler de plus en plus leurs capsules. Par ailleurs, Nespresso met en avant un art contemporain fait à partir des capsules, avec de nombreuses œuvres d'art, à l'image de la figure de George Clooney réalisée à partir des capsules Nespresso. Elle met en avant cet art contemporain dans ses boutiques pour montrer toute l'ingéniosité qu'il y a à recycler ces capsules pour en faire de nouveaux objets. Dans un dernier point, il faudrait montrer que ce produit mondialisé reste un produit à la diffusion extrêmement limitée, comme beaucoup de produits mondialisés. Il est mondialisé car il est largement connu, grâce à la publicité de Nespresso. Cependant, il est assez peu consommé à l'échelle mondiale. Si on regarde là où il est consommé dans des grands marchés traditionnels du café, comme la France, dans les métropoles mondiales des pays du Nord, mais aussi des pays émergents. Mais en dehors de ces espaces, ce café Nespresso est assez peu consommé. Pourquoi ? Pour des raisons économiques. Il est particulièrement cher. Nous l'avons dit, c'est un produit de luxe. Mais n'oublions pas les raisons culturelles. Et la géographie culturelle, à laquelle s'intéresse Gilles Fumet par exemple, est centrale pour expliquer que ce Nespresso ne se diffuse pas partout. Vous avez des cultures alimentaires différentes dans le monde, et par exemple, l'Asie reste un espace de culture de thé, plus que de culture de café, ce qui explique sa diffusion limitée en Asie, en dehors des grandes métropoles, qui sont les villes les plus marquées par l'uniformisation culturelle générée par la mondialisation. N'oublions pas que 50% de la population mondiale est encore une population rurale, qui ne vit pas dans ces métropoles et qui est d'une certaine manière à l'écart de cette mondialisation culturelle. Alors en conclusion, nous avons montré pourquoi c'était un produit mondialisé, parce que sa fabrication, sa transformation se fait à l'échelle mondiale et parce qu'il a une diffusion mondiale avant tout par la diffusion culturelle, le fait qu'il est connu et reconnu mondialement. Cela n'implique pour autant pas que tout le monde le consomme. Il reflète en effet la très forte inégalité des territoires dans la mondialisation, puisque si on s'intéresse à la consommation du produit Nespresso, on voit réapparaître la limite nord-sud de Willy Brandt de 1961. On pourrait se demander si à l'avenir, le processus de fabrication de la capsule Nespresso ne va pas connaître une deuxième phase d'évolution avec une délocalisation de ces usines vers des pays à moindre coût, quand ce produit sera devenu tellement banal que l'entreprise sera obligée d'en baisser le coût final. Merci, bon travail.